De retour pour la suite de ce forum DCCE consacré aux enjeux des nouvelles routes de la soie. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Quant aux autres, eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée jusqu'ici, que vos travaux ont été fructueux pendant les ateliers. On va en reparler dans les minutes qui viennent. Mais d'abord, pour avoir une vision très stratégique de cette BRI, nous avons l'immense plaisir de recevoir le vice-amiral Olivier Lebas, chef des opérations en Méditerranée. Venez nous rejoindre sur scène. Droit venu de Toulon. Alors, amiral de la Méditerranée jusqu'à la mer de Chine, il n'y a que l'océan ou presque. Oui, exactement. Et d'ailleurs, d'abord bonsoir, mesdames et messieurs. Comment aborder ce sujet complexe des nouvelles routes de la soie et des enjeux de sécurité qui y sont liés? Alors, pour répondre à cette question, je ne vais pas vous résumer la stratégie officielle. D'ailleurs, il n'y a pas de stratégie officielle directement orientée vers les routes de la soie. Il y a plutôt des stratégies élaborées sur les différentes régions, notamment, par exemple, la stratégie sur l'axe Indo-Pacifique, qui, bien sûr, rejoint notre question d'aujourd'hui sur les nouvelles routes de la soie. De plus, comme j'ai accepté seulement ce matin de remplacer l'amiral de Bonaventure, qui est resté coincé à Paris, eh bien, je n'ai même pas eu le temps de relire les stratégies officielles. Et donc, il n'y a aucun risque pour moi de vous infliger la langue de bois. C'est parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est vous partager juste mon témoignage. Le témoignage d'un officier de marine, depuis 30 ans, qui a beaucoup bourlingué en Méditerranée, dans le nord de l'océan Indien, dans les mers du sud-est asiatique, et qui a vu le monde évoluer très rapidement, et qui a vu aussi les effets très concrets, très réels de ces nouvelles routes de la soie. Donc une réalité qui a un impact très perceptible sur nos théâtres d'opération, et ça sera mon premier point. Oui, alors j'ai bien perçu cette réalité sur les théâtres d'opération, et notamment lors de mes dernières responsabilités. Par exemple, lorsque j'étais commandant de la force TF-150, une force internationale chargée de lutter contre les trafics illicites dans le nord de l'océan Indien. À cette occasion, j'ai visité tous les pays de la côte est africaine et puis aussi le Sri Lanka. Partout, j'ai vu une présence et une influence chinoise impressionnantes. Des infrastructures portuaires, des nouvelles grues, des quais, l'inauguration de la ligne ferroviaire entre Djibouti et Addis Abeba. Lorsque je suis arrivé à Mombasa, c'était le tour d'inaugurer la ligne toute nouvelle entre Mombasa et Nairobi. J'ai dû traverser des bases chinoises avant de rencontrer mes homologues tanzaniens. À Tananarive, et j'ai rencontré des autorités malgaches totalement impressionnées par les propositions offertes par les Chinois. Et puis, au Sri Lanka, c'était plutôt comme une peur panique face à la dette immense que le pays venait d'octroyer pour se faire équiper de nouveaux ports et de nouveaux aéroports. J'ai été aussi marqué durant ce déploiement par une présence navale constante, forte, 11 bâtiments de combat déployés en permanence pendant tout mon temps de commandement. Et d'ailleurs, ça a continué, ils n'ont pas réduit cette présence dans le nord de l'océan Indien. 11 bâtiments de combat, c'est-à-dire plus que la double de ce qui est capable de mettre l'Europe sur place, de déployer comme bâtiment dans cette région. En 30 ans de carrière, j'ai vraiment connu une vraie bascule dans le nord de l'océan Indien. Il y a 30 ans, il y avait seulement des bateaux occidentaux qui se déployaient, et puis depuis, de plus en plus visible, de manière de plus en plus visible, eh bien, nous sommes de moins en moins nombreux, nous les Occidentaux, et puis nous sommes remplacés par les Chinois et tous les pays de la région. Alors cette réalité, la présence chinoise, les effets des routes de la soie, je l'ai aussi perçue durant ma dernière mission, Clémenceau, la mission du groupe aéronaval autour du Charles de Gaulle qui s'est déployée jusqu'à Singapour et jusque dans le golfe de Thaïlande. Alors là, je n'ai pas été confronté directement à des bâtiments, à une présence chinoise, mais très clairement, j'ai bien senti l'influence très forte qui imprégnait tous les esprits de tous ceux que j'ai rencontrés, les autorités navales, militaires, dans tous ces pays. Les effets de la route de la soie, je les observe aussi aujourd'hui dans mes nouvelles fonctions comme adjoint opération du commandant en chef de la Méditerranée, en Méditerranée donc,
Alors bien sûr, je ne parle pas d'une influence cette fois-ci de déploiement naval. Il y a une arrivée plus nouvelle de bâtiments chinois en Méditerranée, mais pas encore d'une manière très significative. Mais il y a surtout des investissements colossaux. Alors, il y a un exemple bien connu, emblématique, c'est le Pirée, mais c'est loin d'être le seul. Alors, alors je ne veux pas non plus être focalisé que sur la Méditerranée, mon théâtre. Je regarde aussi ce qui se passe ailleurs, et notamment la volonté chinoise d'être une actrice sur la route du Nord, en Arctique, avec des investissements forts, puissants, en Alaska ou en Islande. Donc très clairement, les routes de la soie deviennent un puissant game changer, si je puis dire, sur le plan économique. Cette extension de puissance et d'influence chinoise représente-t-elle une chance? Représente-t-elle des risques? Sur le plan économique et politique, moi j'entends des réponses très différenciées partout dans le monde. À commencer par l'Europe. Les investissements chinois représentent clairement une réelle opportunité pour de nombreux pays, notamment à l'est ou au sud de l'Europe, et pour d'autres, un risque sur la souveraineté économique de l'Europe. Les débats au sein de la communauté, de notre communauté, je pense, ne sont loin d'être taris sur ce sujet. Et puis je pense que les échanges ici à Marseille, alors j'ai malheureusement pas pu y participer, ont dû clairement illustrer aussi cette complexité. Il y a bien un équilibre entre opportunité et risque sur notre souveraineté dans cette question, à bien peser. Alors sur le plan militaire, pour le marin que je suis, quels sont les enjeux de sécurité engendrés par cette route de la soie? Alors concrètement, les routes de la soie se traduisent par une puissance navale accrue sur les mers. Ça sera mon deuxième point. Effectivement, pour les Chinois, il faut sécuriser cette route de la soie, garantir sa sécurité et contrôler surtout ce qui s'y passe. Alors pour cela, les prises de position économiques s'accompagnent toujours de prises de position militaires. Il y a un exemple très connu, emblématique, c'est Djibouti, la construction d'une base navale à Djibouti qui peut accueillir jusqu'à 10 000 soldats chinois, mais pas seulement. Ça se traduit aussi par l'augmentation des déploiements navals, j'en ai déjà parlé, les 11 bâtiments déployés en permanence en océan Indien. C'est une dynamique qui peut présenter une opportunité. Les bâtiments chinois qui se déploient dans le golfe d'Athènes contribuent directement à la lutte contre la piraterie, contribuent donc à la sécurité de la navigation dans cette région. C'est une bonne chose. De plus, dans cette zone, les échanges que nous pouvons avoir, nous, marine occidentale, avec la marine chinoise, sont toujours très professionnels, très courtois, même si ils restent distants à ce stade. Toutefois, très clairement, la stratégie économique mise en œuvre sur les routes de la soie s'accompagne d'une ambition navale croissante et particulièrement déterminée. Alors la mise en service de leur deuxième porte-avions, je crois que ça fait l'objet de beaucoup de questions ce matin, deuxième porte-avions, et annoncé cette semaine, illustre cette détermination. La Chine fabrique aujourd'hui 15 frégates par an, frégates de premier rang par an, ce qui correspond au modèle d'armée à 15 frégates de la marine française. Donc chaque année, l'équivalent de notre marine, de notre squelette dans notre marine nationale. Le président chinois a très clairement annoncé l'ambition d'asseoir la Chine comme première puissance économique et comme grande puissance navale, maritime, à l'horizon 2049. Alors, leur but est bien de développer une marine à vocation mondiale et à vocation hauturière océanique. Alors, j'observe cette ambition chinoise comme une bulle de puissance qui grossit. Alors l'enjeu, pour ceux qui sont en face, c'est de ne pas être repoussés dans les coins du jeu et de pouvoir continuer, eux aussi, à jouer. Et ça sera mon troisième point, parce que ces acteurs-là vont réagir. Effectivement, cette ambition chinoise suscite des réactions.
et ce n'est pas toujours sans conséquences stratégiques directement pour nous, les Européens, pour nous, la France. D'abord, face à la puissance navale croissante de la Chine, beaucoup de pays voisins se réarment. Le sud-est asiatique est une des régions les plus militarisées du monde. C'est aujourd'hui un des endroits où on achète le plus d'armements. On y consacre les plus grandes parts de budget. Pour un exemple, je cite un exemple, le nombre croissant de sous-marins de dernière génération qui sont achetés par quasiment tous les pays de la région. Alors comme c'est assez petit, on risque d'avoir les mêmes embouteillages qu'à Paris aujourd'hui. Alors j'ai eu l'occasion aussi, durant mon dernier déploiement, Clemenceau, du groupe aéronaval que j'ai eu la chance de commander, de constater la volonté indienne de ne pas rester en arrière de cette évolution. L'Inde montre très clairement une vraie volonté de monter en gamme. Et je l'ai bien mesuré parce que lors des exercices que nous avons menés avec eux, qui rassemblaient les groupes porte-avions, nos groupes aériens et des sous-marins, il y avait une réelle volonté d'aller dans le haut du spectre, de s'entraîner à un niveau tactique que nous n'avions jamais atteint avant ensemble. Autre conséquence stratégique de cette montée en puissance de la Chine, c'est le pivot américain, décidé par Obama dans les années 2000. Là aussi, les conséquences pour nous s'observent quotidiennement en Europe. Les Américains, la présence américaine en Méditerranée s'est beaucoup réduite durant la dernière décennie, ce qui, d'une part, laisse la place à des nouveaux compétiteurs stratégiques qui poussent leurs pions. Vous suivez bien ce qui se passe dans l'est de la Méditerranée. Et puis, ce qui nous oblige, nous, Européens, à nous engager plus pour nous défendre par nous-mêmes, puisqu'il n'y a plus cet effet stabilisateur que jouait auparavant, ou du moins il y a moins cet effet stabilisateur que jouait auparavant la puissance américaine. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut donc, nous, Européens, être plus actifs, prendre en main notre sécurité, et en Méditerranée notamment, ce qui est mon domaine de responsabilité. Alors, d'une manière générale, là, je ne parle pas seulement de la Chine, mais c'est une observation très générale, j'observe un retour sur les océans des États-puissances, ce qui se traduit par une remilitarisation des océans. Alors, ces compétiteurs stratégiques déroulent de manière de plus en plus décomplexée leur jeu de puissance. La loi du plus fort prend le dessus sur le droit international. Le fait accompli devient souvent le meilleur moyen de gagner des points plutôt que de respecter la règle. Donc ces comportements de puissance sont par ailleurs nourris par une vision de l'organisation mondiale qui change par rapport à celle qui a été établie au XXe siècle, notamment notre vision de la liberté sur les mers, celle de Montego Bay, qui est de plus en plus remise en question par une vision plus territoriale de la mer, plus propriétaire, avec des barbelés, si on pouvait en mettre, pour protéger ces zones d'intérêt. C'est exactement, vous l'avez bien compris, ce qui se passe aujourd'hui en mer de Chine méridionale. Lorsque je dialoguais lors de mon déploiement Clemenceau il y a 6 mois avec les autorités indonésiennes, malaisiennes, singapouriennes, tous m'ont dit, annoncé clairement que jamais ils ne déployaient leurs unités navales dans les aides économiques exclusives de leurs voisins, car ils considéraient que c'était une zone de souveraineté qui n'était pas la leur, ce qui va totalement à l'encontre de l'esprit de Montego Bay, qui est une interprétation bien exagérée des règles qui régissent les zones économiques exclusives. Donc, un vrai risque de territorialisation des mers, un jeu de puissance, un jeu de la loi du plus fort, politique de fait accompli. Mais je l'observe également dans l'Est méditerranéen, avec la question de l'exploitation du gaz au sud de Chypre. Alors, pour conclure, comment conduire nos missions aujourd'hui dans ce contexte, face à ces enjeux de sécurité qui sont croissants? Ce sera mon dernier point. En premier lieu, ce qui me semble important,
c'est bien d'avoir une vision à l'échelle mondiale et pas seulement resserrée sur nos approches pour traiter des problèmes qui sont finalement des problèmes de sécurité mondiale. J'évoquais tout à l'heure mon regard sur la Méditerranée qui ne peut pas être pertinent s'il ne se complète pas par ce qui se passe au nord de l'Europe, par la route du Nord, qui ne peut pas être pertinent si je ne comprends pas ce qui se passe dans le golfe de Guinée et sur la côte ouest africaine. C'est le cas pour la Marine nationale, bien sûr. La mission Clemenceau du groupe aéronaval que j'ai déjà évoquée illustre bien ces efforts que nous menons pour défendre nos intérêts et la liberté de naviguer sur les mers bien au-delà de nos approches, parce que c'est un problème global. De la Méditerranée orientale jusqu'au nord de l'océan Indien et puis même jusqu'aux abords de la mer de Chine méridionale. D'ailleurs, c'est une route maritime, ce que je viens de décrire, que beaucoup d'entre vous ici connaissent bien. Alors, ce déploiement m'a aussi permis de mettre en œuvre un deuxième axe d'effort très important, majeur, qui est de développer nos coopérations avec tous nos partenaires stratégiques dans ces régions, afin de renforcer notamment notre interopérabilité, c'est-à-dire notre capacité à mener très vite, ensemble, des opérations si cela devenait nécessaire. Alors je ne compte plus, durant cette mission Clemenceau, le nombre d'exercices, de coopérations que nous avons pu mener pendant tout ce déploiement avec les Indiens, les nombreux pays du sud-est asiatique, et même un groupe amphibie japonais avec un sous-marin australien au large de Sumatra, ce qui pour moi était quelque chose de totalement inédit. Enfin, toutes ces orientations, voir loin, protéger nos intérêts et nos approches et la liberté de naviguer au loin, coopérer, développer nos partenariats stratégiques, ces deux orientations ne peuvent pas se passer d'un troisième axe d'effort qui consiste à rester capable de mener des opérations dans la haute intensité, dans le haut du spectre. Comme je l'ai dit, nous avons affaire à un jeu de puissance, la loi du plus fort, il faut aussi être capable de montrer sa force. Alors évidemment, ce n'est pas la France seule, c'est montrer sa force avec nos partenaires, avec l'Europe en premier lieu, avec tous nos partenaires. Ces efforts de montée en puissance, de montée en gamme, nous le faisons bien sûr en interne, mais nous le faisons surtout avec nos alliés européens. Voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé les 15 minutes parce que j'étais très surveillé de très près et que j'ai pu vous apporter un éclairage positif sur notre vision, nous marins, des enjeux de sécurité liés aux routes de la soie. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Amiral, pour un témoignage bien plus efficace qu'un discours officiel, un témoignage qui en dit long justement sur les enjeux, les effets déjà perceptibles de ces nouvelles routes de la soie. Merci à vous et bonne route. Merci. Alors on va revenir maintenant sur les ateliers qui vous ont occupé une partie de cette matinée et cet après-midi également. Je me suis laissé dire que les échanges avaient été particulièrement animés pour certains. Et on va en parler sans tarder, en débattre aussi. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Alain Bentejac et Guillaume Bernard. Alors Alain Bentejac, il est toujours président national des conseils du commerce extérieur, ça n'a pas changé. Quant à Guillaume Bernard, lui, il est directeur général de Bernard Control installé en Chine. Bienvenue à tous les deux. Alors votre mission que vous avez acceptée, c'est de restituer les ateliers qui ont eu lieu tout à l'heure. Il y en avait 5 ce matin, des ateliers géographiques, et puis 5 tout à l'heure qui se sont terminés d'ailleurs il y a quelques minutes, les ateliers transverses. Dites-nous tout. Quelles sont les idées fortes qui sont ressorties? Qui commence? Je vais commencer, je crois. Allez-y, et puis on va faire ça, on va essayer de faire ça en duo avec Guillaume. Évidemment, en précisant que tout ça est tout frais, donc on n'a pas eu beaucoup de temps de préparation et d'analyse, mais je crois qu'il y a quelques idées fortes qui ressortent. Et je précise aussi qu'évidemment que tout cela fera l'objet d'une restitution plus détaillée. Absolument, vous saurez tout. Dans un deuxième temps, avec les conclusions, des recommandations plus précises que vous aurez le temps d'analyser. Là, c'est simplement une première réaction à chaud. Alors, on ne va pas faire la liste de toutes les éléments. Mais les idées fortes. Mais quelques idées fortes. Alors, il y en a une qui, je crois, vraiment apparaît dans presque tous les ateliers, ça a été rapporté, c'est l'approche culturelle. C'est-à-dire vraiment bien comprendre la mentalité chinoise, essayer de comprendre aussi ou de parler la langue, d'accepter les différences,
ce qui ne veut pas dire qu'on accepte tout, mais on accepte en tout cas ces différences pour bien les comprendre et faire cet effort pour pouvoir dialoguer avec les Chinois. Et je pense que Guillaume, qui lui est basé sur place à Pékin, est particulièrement conscient de cela, n'est-ce pas ? Absolument, et merci Alain. Je voudrais reprendre, illustrer ce propos qui nous a été rapporté dans quelques tables, le propos d'André Chang, par exemple, qui nous parlait de cette vision du creux, c'est-à-dire que la Chine ne définit pas un contenu, mais un contenant. Et Xi Jinping a annoncé avec les BRI quelque chose qui est un contenant, mais pas du tout le contenu. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est un concept, évidemment, qui évolue, et il se remplit petit à petit. Deuxième concept passionnant et qui nous donne une clé de lecture de cette choc civilisationnel que nous rencontrons aujourd'hui avec BRI, c'est cette logique que nous a rapporté Hervé Macheneau, qui est cette partie a posteriori et a priori. C'est-à-dire que les Occidentaux, nous sommes très a priori, c'est-à-dire que nous pensons, nous réfléchissons tout en amont, et nous agissons une fois que tout est défini. Nous sommes donc très créatifs et efficients. Par contre, l'approche chinoise est beaucoup plus a posteriori, là où, évidemment, on démarre immédiatement et on corrige extrêmement rapidement après. Donc ce sont deux approches, évidemment, complémentaires. Elles sont compatibles, en fait, ou pas ? Parfaitement compatibles, évidemment, mais qui demandent, évidemment, d'en appréhender la réalité. Il faut le savoir, quoi. Absolument. Alors, les autres constats qui vous ont été rapportés par chaque coordinateur de groupe ? Alors, il y a un autre élément aussi, mais qui rejoint d'ailleurs ce qui a été dit plusieurs fois, et même Oui. y compris par l'amiral à l'instant, c'est évidemment la nécessité d'un cadre politique fort pour cette relation entre la Chine et la France et l'Europe. D'ailleurs, je crois qu'il a beaucoup été insisté dans plusieurs tables rondes sur vraiment la nécessité de d'une approche européenne pour Oui. évidemment pouvoir jouer un petit peu d'égal à égal, ou en tout cas boxer dans la même catégorie, si j'ose dire. Donc la nécessité d'un dialogue politique, comme ça a été effectivement fait par le président Macron il y a quelques semaines sur place, et je rappelle encore qu'il a été accompagné d'un ministre allemand et d'un commissaire européen, donc il y avait cette volonté d'élargir le dialogue, et donc d'avoir vraiment ce cadre politique et de continuer ce dialogue, ce qui ne veut pas dire effectivement complaisance, mais en tout cas dialogue et ouverture. Absolument, et je pense qu'un élément majeur qui est ressorti de toutes les tables, c'est plus que jamais nous avons besoin de l'Europe. Plus que jamais, nous avons besoin de l'Europe pour réagir, pour pouvoir participer et accompagner cette démarche, cette initiative de BRI. On a même entendu qu'aujourd'hui, Berlin était probablement beaucoup plus intéressé par Pékin que par Paris. Et donc ça, c'est une problématique. Et pour réagir par rapport à BRI, à cause des grands écarts, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, l'Europe est absolument indispensable et nous devons agir. L'influence des États-Unis, le déclin, en tout cas, le leadership de moins en moins évident des États-Unis a aussi été rapporté avec des règles qui ne sont plus tout à fait les mêmes. Le monde occidental s'est construit autour de toutes les normes occidentales et avec la puissance américaine derrière. Aujourd'hui, l'Amérique de Donald Trump a sorti quelque chose qui existe depuis très longtemps avec les États-Unis, c'est-à-dire l'extraterritorialité, toute une série de mesures qui sont à l'image des États-Unis et à l'image de nous, monde occidental, que nous, Européens, portons dans nos gènes, dans notre histoire. Et effectivement, la Chine arrivant avec son bloc culturel, économique, financier et militaire, nous pose la question de savoir un petit peu, d'abord nous révèle un petit peu qui est cette puissance américaine, ce qu'elle fait. On se pose par exemple des questions dans le digital de savoir, oui, mais est-ce que Huawei a des backdoors, mais est-ce que Cisco a des backdoors? Et donc on se pose véritablement ces questions. Donc le BRI nous aide aussi à nous poser des questions par rapport à nous-mêmes. Et donc, à comment est-ce que l'Europe va se positionner vis-à-vis, aujourd'hui, comment est-ce qu'on doit se positionner vis-à-vis de certaines initiatives américaines, ce qui va nous aider à davantage collaborer avec les États-Unis d'une façon peut-être plus proactive et plus équilibrée. Une dernière idée forte avant d'accueillir nos autres intervenants, Alain ? Il y en a plusieurs, mais je pense qu'il y a une autre idée forte qui est ressortie, effectivement, c'est la notion dans cette relation, la notion de vigilance, la notion de réciprocité. Vigilance sur un certain nombre de sujets, sur les aspects juridiques, environnementaux, financiers. Donc effectivement, un certain niveau d'exigence, la nécessité d'avoir une route ou des routes de la soie qui fonctionnent dans les deux sens. Donc c'est la notion de réciprocité. Ça, je crois que effectivement, c'est venu souvent. Je crois aussi l'idée qu'il faut rester ferme sur nos valeurs européennes qui existent, les valeurs de multilatéralisme,
les valeurs de protection de l'environnement, d'un certain nombre de protection de liberté personnelle. Et donc, ce dialogue, il faut le poursuivre, mais il faut rester vraiment sans complaisance et avec un certain niveau d'exigence. Pour conclure sur ces ateliers ? Je crois que, je ne sais pas si on peut conclure, enfin je pense qu'effectivement, moi j'ai l'impression qu'ils ont été très riches. Ce sont évidemment des discussions informelles que j'ai eues de droite et de gauche, mais j'ai l'impression que tout le monde ça avait l'air très très riche. Tout le monde regrettait un peu de n'avoir pas pu, évidemment, d'être obligé de suivre un atelier à la fois et de ne pas avoir pu suivre plusieurs ça c'est pour l'édition 2 l'année prochaine. Voilà, donc c'est pour cela d'ailleurs qu'on fera une restitution écrite de tout cela et qu'on essaiera de pas faire peut-être une transcription totale, mais de mettre sur le papier et de résumer quelques-unes des principales idées qui sortent de tout ça, parce que je crois que c'est très riche et je crois que tout le monde peut en tirer profit. Voilà, exactement. Là, ce qu'on vient de dire, ce n'est qu'un condensé, ce n'est que la quintessence des échanges de ce matin. Et justement, ça va nous permettre en fait de débattre sans tarder avec nos autres intervenants. Vous restez avec nous, bien évidemment. Pour compléter cette dernière table ronde, j'accueille maintenant Georges Serre, conseiller Afrique et relations institutionnelles chez CMA-CGM. Bienvenue à vous. Ainsi qu'André Chiang, vice-président du comité France-Chine, que vous avez évoqué tout à l'heure, puisqu'il a lui aussi participé à certains ateliers ce matin. Bienvenue, prenez place. Vous avez chacun un micro. Alors, j'aimerais qu'on vous fasse réagir, vous aussi, à ces idées fortes, puisque vous n'avez évidemment pas assisté à tous les ateliers. Néanmoins, sur, par exemple, cette vigilance, sur ces différences culturelles, vous parliez même de choc des civilisations. Je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas, quelle est votre première réaction ? Oui, André. Oui. Bien, mais merci madame. À l'issue de cette riche journée, donc, effectivement, je crois qu'il nous a beaucoup appris. Je me permets de résumer en 2 phrases les 2 types de visions de l'initiative BRI. Une qui est une vision optimiste. BRI, c'est un plan Marshall à l'échelle du monde. Et puis une qui est pessimiste, de dire que BRI, en fait, c'est une machine de guerre chinoise. Et la Chine, après avoir connu 1 ou 2 siècles d'humiliation, on l'a noté ce matin, veut se venger et redevenir le numéro 1 qu'elle était avant, et elle veut conquérir le monde grâce au progrès qu'elle a fait dans sa technologie. Bon, je me rappelle même avoir lu un article il n'y a pas très très longtemps intitulé « Les Chinois vont-ils tous nous bouffer ?» Voilà, bon. Carrément. Carrément. Alors, si vous me permettez quelques minutes encore, je profite de Marseille, ville où je suis né et où j'ai vécu les 20 premières années de ma vie, pour rappeler un événement qui s'est passé quand j'étais à l'école primaire. J'avais à l'époque une institutrice qui nous racontait la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qui se passait, comme on le sait, en 1492. Et elle disait, cette découverte de l'Amérique a été rendue possible grâce aux progrès techniques. La boussole, l'astrolabe, et puis surtout la caravelle. C'était le navire le plus moderne de l'époque. La Santa Maria de Christophe Colomb faisait 30 mètres de long, ce qui était gigantesque. Bon. Et on sait ce qui s'est passé. Après la découverte de l'Amérique, il y a eu la conquête de l'Amérique du Sud par les Espagnols, par les Anglais, les Français, les Portugais, etc. C'est beaucoup plus tard que j'ai appris qu'en 1405, il y avait un marin chinois qui s'appelait l'amiral Zheng He, qu'on a aussi évoqué ce matin. Tout à fait. Et j'ai fait quelques petites recherches à ce sujet que je vous restitue. La flotte de l'amiral Zheng He, qui est allée jusqu'à la pointe de l'Afrique, depuis la Chine, se composait de 317 vaisseaux, dont 62 bateaux qu'on appelait des bateaux trésors. Un bateau trésor, c'est une jonque de haute mer qui faisait entre 110 et 130 mètres de long, 50 mètres de large, et qui pouvait transporter jusqu'à 500 personnes. Il y en avait 62. Donc, en comparaison, donc c'était en 1405, en comparaison, la flotte qui était la plus impressionnante à l'époque en Europe, c'était la flotte qui a été rassemblée par le roi d'Espagne en 1488, qu'on appelait l'Invincible Armada. Tout à fait. Et l'Invincible Armada comptait 132 navires, contre 317 pour la flotte de l'amiral Zheng He. Et qu'est-ce que vous voulez nous dire par là alors, ce que je veux dire par là, c'est que la Chine avait à ce moment-là, 1405, donc 90 ans avant la découverte de l'Amérique, la possibilité de conquérir le monde.
Et elle ne l'a pas fait. Et pourquoi ? Alors pourquoi ça ne l'a pas fait ? Alors je crois qu'il faut s'interroger un peu là-dessus. Mais, je vous donne ma réponse, qui est une réponse personnelle. Encore une fois, je ne veux pas prétendre. Bon. Eh bien, c'est parce que ça n'intéressait pas les Chinois. Et ça n'intéressait pas les Chinois parce que les Chinois n'avaient pas cette vision européenne de détention de la vérité. Alors je suis un petit peu philosophique, mais je me suis rendu compte que lorsque on a vu les Espagnols conquérir l'Amérique, eh bien, avec les conquistadors, il y avait systématiquement un prêtre qui venait un missionnaire qui venait apporter la vérité, la vraie religion au peuple qu'il venait coloniser. Donc, enfin, on n'est pas naïf, on sait bien que la conquête espagnole de l'Amérique est essentiellement à but économique, mais il faut que ce but économique soit sous-tendu par une idée, par une idéologie. Et les Chinois n'ont pas cette idéologie parce qu'ils n'ont pas cette conception donc, de la vérité et ils n'ont jamais voulu imposer la vérité au reste du monde. Et là, vous dites que ce n'est pas le cas non plus, alors, si je vous suis. C'est pas le cas non plus pour cette BRI dont on parle. Effectivement, si on lit le discours de Xi Jinping, on se rend compte à ce moment-là que Xi Jinping ne dit pas qu'il existe un modèle chinois qu'il faut que tout le monde suive. Xi Jinping dit simplement « Nous avons essayé d'en travailler avec beaucoup de persévérance depuis 40 ans et nous avons réussi à sortir quelques centaines de millions de personnes de la pauvreté. Voilà, nous avons suivi une certaine route. Si vous souhaitez faire la même chose, vous êtes bienvenus, mais on n'impose absolument pas aux gens de venir faire, d'adopter notre système. Ouais. Voilà, si vous voulez, un élément qui me paraît quand même très important. Je vais peut-être donner la parole aux autres intervenants, parce que c'est vrai que, Guillaume, j'aimerais bien qu'on ait votre vision, parce que vous êtes le seul ici à habiter en Chine. Oui, ben vous êtes né à Marseille, mais vous faites les allers-retours, alors que vous êtes... Ah non, même pas. Je suis beaucoup plus âgé que Guillaume, ce qui fait que j'ai effectivement passé 20 ans. On va quand même donner la parole à Guillaume, si vous permettez. Guillaume, j'aimerais bien que justement vous me parliez de ce modèle versus expérience que vient d'évoquer André Chieng, parce qu'au final, c'est vrai que dans les débats depuis ce matin, on a quand même cette vision, alors je ne sais pas si on peut dire expansionniste, parce qu'il y a quand même un terme péjoratif, il y a un côté péjoratif dans l'expansionnisme. Pour vous, cette BRI, est-ce qu'elles sont bénéfiques? Est-ce qu'on peut en bénéficier intelligemment en tant qu'entreprise française que vous êtes? Alors, factuellement, pour l'entreprise industrielle que nous sommes, nous avons accédé au marché chinois à partir du moment où nous avons implanté des équipes. C'est-à-dire que nous étions dans un modèle export. On décide, on fabrique et on exporte de France. Ça nous a permis d'avoir un réseau de distribution en Chine qui avait pour surtout conséquence de développer des copieurs. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de maîtrise du marché. Et des copieurs ce qui a fait que j'ai rejoint l'entreprise familiale d'ailleurs, qui avait des copieurs qui avaient des produits meilleurs que les nôtres. Donc l'idée, ça a été de dire il va falloir s'implanter en local et voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est là qu'on a accédé à ces fameux projets qui ne s'appelaient pas BRI à l'époque, mais l'ensemble des cimenteries qui ont été construites en Afrique, nous avons accédé parce que nos ingénieurs français et chinois étaient présents en Chine. Ça, c'est la première chose. Donc, on voit avec le comité Chine beaucoup d'entreprises qui arrivent, disent « Je voudrais participer à BRI ». Il faut rappeler que BRI est une initiative chinoise pour les Chinois. Donc, si on veut y participer, il faut une certaine proactivité. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent nous... voilà. Donc, premier élément, être en Chine, en ce qui nous concerne, ça a fonctionné. Il y a d'autres entreprises qui arrivent extrêmement bien à travailler. On en parlait tout à l'heure, De Vialet, l'entreprise De Vialet qui est l'excellence absolue dans le son français, qui a passé un partenariat avec Huawei et qui va aujourd'hui fabriquer toutes les enceintes connectées de Huawei. Le deuxième aspect, ça a été l'aspect technologique sur le développement de R&D et de produits technologiques avec la Chine. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur la posteriori et le priori. La méthode a priori est extraordinaire parce qu'elle est très créative. Cependant, dans un produit industriel qui ouvre et qui ferme des vannes, qui est mon produit, il nous faut itérer rapidement. Et ce que nous ont apporté les ingénieurs chinois, c'est une méthode de travail pour itérer extrêmement rapidement. Et donc nous avons énormément réduit les coûts des appareils, puisque nous fabriquions des produits qui étaient très surdimensionnés, et nous avons revu, grâce à cet engineering chinois, qui nous a appris à travailler souvent la gestion de projet à la française, qui est une vraie expertise française, mais d'itérer extrêmement rapidement. Et cette itération rapide, elle nous donne aujourd'hui des nouvelles ouvertures dans la recherche. Ouais. Et donc, il faut rester par contre extrêmement lucide. On ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne perd pas. Dans les comités Chine, on accueille beaucoup d'entreprises, et on en reparlera plus tard. Le bon sens est absolument indispensable. On ne fait pas n'importe quoi dans ce qu'on partage comme information avec nos fournisseurs chinois. On sait très bien que nos fournisseurs chinois partagent l'information avec nos concurrents chinois.
Voilà. Donc une fois qu'on a ces règles-là, on essaye de trouver proactivement des façons de réussir. Et évite ça, évidemment, à côté de ça, on a beaucoup d'échecs en Chine et on fait beaucoup d'erreurs en Chine et on essaye de les partager dans le réseau CCE qui est formidable pour ça. Alors, vous dites que la BRI s'est fait avant tout pour les Chinois. Alors, on va essayer d'aller un petit peu ailleurs. Et c'est là que, Georges Serre, je vais avoir besoin de... Je vais faire appel à votre expérience, votre double casquette, en fait, de conseiller Afrique chez CMA-CGM, et puis d'ambassadeur aussi, pendant de nombreuses années, en Afrique. Alors, c'est vrai que cette BRI, elle passe par l'Afrique et elle profite énormément aussi aux Africains, et pas que les Chinois dans l'histoire. Alors, d'abord, je voudrais féliciter les deux intervenants sur les expériences que vous avez données, parce que c'est remarquable et ça positionne vraiment très bien les choses. Et je me tourne vers l'Assemblée pour dire que finalement, dans ce débat que nous avons sur les BRI aujourd'hui, il faut être très pragmatique. Il ne faut pas rentrer dans, finalement, d'idéologie quelque part. Parfois, on se fait un petit peu peur. Il y a de véritables risques, et l'amiral nous a bien expliqué. Il a vu, c'est un point de vue militaire, on croise les regards en ce moment, mais en même temps, il faut être pragmatique. Alors justement, sur l'Afrique, les Africains il n'y a pas plus pragmatique qu'eux. Donc ils ont pris les BRI dans ce qu'il pouvait y avoir de meilleur à un moment donné qui les intéressait. C'est-à-dire que ça a permis de rattraper un certain retard dans les infrastructures, et puis sans trop regarder, sans trop avoir des normes comme le consensus de Washington, par exemple, sur le plan financier, ou des consensus un peu plus de type démocratique. Et ça a effectivement permis de faire un certain nombre d'infrastructures assez rapidement. Mais en même temps, les gens se rendent compte que ça a bouleversé un certain nombre de leurs habitudes. Et par exemple, une concurrence est instaurée entre Africains et Chinois sur certains domaines. Et là, la réaction, comme dans toute réaction normale individuelle par pays, ça a été d'une certaine forme de rejet. Et je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, on parlait de problèmes au Congo-Brazzaville entre la marchande de beignets chinoise et la marchande de beignets africaine qui étaient en concurrence sur le bord de la route, l'une apportant une feuille de papier pour envelopper le beignet et l'autre non. Donc il y avait une valeur ajoutée en plus du côté chinois. Et les Africains disaient que ça commence à être effectivement ennuyeux s'ils sont sur les mêmes terrains que nous. Donc restons effectivement pragmatiques. Alors, je vais peut-être aller un peu plus loin que l'Afrique, parce que quand on voit bien dans les enjeux actuels, on se dit on a des impérialismes qui se confrontent. Alors on parle des États-Unis. Effectivement, Donald Trump a remis d'une certaine manière les pendules à l'heure aussi, en prenant des positions qui sont assez extrêmes, mais qui ont effectivement fait un débat sur les relations commerciales internationales, les relations commerciales internationales globales. Mais quand on dit que ce sont des approches qui sont impérialistes et de bloc à bloc, je crois que ce n'est pas tout à fait ça, parce que s'il y a bien un pays qui a aujourd'hui besoin du multilatéralisme, ça reste la Chine. La Chine ne peut pas avancer, ne peut pas se projeter si elle ne s'appuie pas, comme elle l'a fait depuis effectivement 2010, sur une certaine forme de multilatéralisme. Où est-ce qu'elle joue, la Chine aussi? Elle joue d'abord dans le G20. Quand on a modifié les règles de fonctionnement du G8 et du G20 en 2010-2011, elle est dans le G20. À partir du G20, il a été créé les BRICS. Alors les BRICS, qu'est-ce que c'est? Ce sont un petit peu c'était les laissés pour compte, entre guillemets, de ceux qui n'étaient pas dans le partage du G7, avec le G8 à un moment donné, avec les Russes. C'est-à-dire comme les puissances qui sont en train de monter. Alors la Chine et la Russie qui a elle-même un développement que l'on peut suivre qui ressemble à celui de la Chine, l'Inde, le Brésil, et parmi ces deux pays, il y en a quand même deux qui sont au Conseil de sécurité. Et quelque part, à chaque fois que l'on atteint une certaine limite dans la projection, on se retrouve quand même dans des notions de Conseil de sécurité. C'est pour ça qu'il faut être pragmatique et puis pas non plus avoir peur de ce qui peut avancer. Quelque part, il faut des infrastructures, à un moment donné, il faut les financer. Quand je vois que la Chine monte petit à petit sur les mêmes critères d'entreprise, la RSE par exemple, les entreprises chinoises aussi aujourd'hui se rapprochent de la RSE parce que c'est le seul moyen de pouvoir aller sur des appels d'offres internationaux. Ça veut dire aussi que quand ils montent, ils sont obligés de mettre en place des instruments financiers de développement comme la Nouvelle Development Bank, qui est plus quelque chose qui ressemblerait à notre AFD française. Donc petit à petit, il y a un rapprochement, une certaine forme de convergence. Mais là où il faut insister, c'est sur la réciprocité.
Et donc, on est encore au début d'un long parcours de réciprocité. Et là, les Africains sont intéressants parce qu'ils demandent de la réciprocité, même s'ils sont faibles. Quand les Angolais disent « ça suffit », on arrête des financements chinois. C'est quand même un petit pays, certes pétrolier, mais qui dit, à un moment donné, « it's enough ». Je ne le dis pas en portugais, je ne sais pas le dire en portugais. Mais voilà, donc, il faut voir cette forme de pragmatisme. C'est pour ça qu'à ce stade, il y aura de la convergence. Et la deuxième idée force qui a été toute la matinée, toute l'après-midi, d'une certaine manière sous-jacente, c'est que quel rôle pouvons-nous jouer, alors français, allemand, mais en fait européen. Et c'est là qu'on s'aperçoit que, quelque part, on est un petit peu le grand absent du débat. Alors, Juncker avait, avant de terminer, expliqué que la Chine était partenaire, concurrent stratégique et rival systémique. Et comme on n'est pas un enjeu, puisqu'on n'a pas de matière première, mais on est aussi un enjeu quand même, parce qu'on apporte du software, on apporte... Donc, quelque part, tout cela ne peut se rééquilibrer que s'il y a un rôle de plus en plus important de la part de l'Union européenne. La nouvelle Commission a l'air de prendre cela très au sérieux. Phil Hogan, le commissaire au commerce, la présidente, ce sera sans doute un des enjeux très forts de la prochaine Commission. Je vais m'arrêter là. On voit bien en fait qu'on a largement dépassé le cadre purement économique. Et j'aimerais bien m'appuyer justement sur l'exemple de CMA-CGM, puisque en fait votre compagnie, ça fait longtemps qu'elle travaille avec la Chine ici à Marseille, et en même temps votre position. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est délicate, mais comme vous êtes aussi le premier armateur américain, du coup, dans votre position, est-ce qu'il faut ménager la chèvre et le chou? Est-ce qu'il faut être prudent? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, tout à l'heure, dans la table ronde sur le maritime, quelqu'un a dit fort justement, je crois que c'est le directeur du port de Marseille, que les Américains avaient fait un choix, c'était de ne pas avoir de compagnie maritime et d'affréter, sauf que quand ils transportent du cargo qui est important pour eux, notamment du cargo militaire, à ce moment-là, ils reprennent des bateaux qui ont un pavillon américain, ils affrètent des bateaux comme cela. Donc, quand il y a un problème de souveraineté, même les États-Unis reprennent effectivement des éléments fondamentaux de souveraineté, le drapeau et la maîtrise du bateau. Donc une compagnie maritime, c'est jamais qu'un instrument. Une compagnie logistique, c'est jamais qu'un instrument. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on compte dans le top 5, il n'y a que des Européens et une compagnie chinoise, qui est donc aujourd'hui la troisième, par regroupement, comme on fait les autres compagnies, d'autres compagnies. Alors, il n'y a pas de problème, effectivement, d'ambiguïté, de relation. Est-ce qu'on est américain? Est-ce qu'on est chinois? On peut être les deux à la fois. C'est du commerce international. Et donc, la vision de Jacques Sadet, ça avait été très rapidement de se dire la Chine, c'est l'usine du monde. Il l'avait vu très vite. Et le conteneur est quelque chose qui va permettre d'aller très vite pour transporter cela. Et c'est comme ça que les grands axes de commerce Est-Ouest, alors entre la Chine et l'Europe, pour simplifier, avec quelques hubs qui sont Jebel Ali, Tanger, Algeciras et ensuite Rotterdam, les ports du Nord. Et de l'autre côté, donc en Transpacifique, Est-Ouest, ce sont des trends, comme on dit en anglais, qui partent de la Chine parce que c'est l'usine du monde. Et c'est comme ça aujourd'hui, beaucoup de choses se produisent en Chine. Mais ensuite, le commerce lui-même, il redevient aujourd'hui celui qui se développe le plus, c'est le commerce interrégional. Ce qui prouve bien qu'on fait son business dans quelque chose qui est quand même beaucoup plus proche. C'est le commerce interrégional du Nord Europe, de la Méditerranée, c'est effectivement la zone Asie du Sud-Est, la zone asiatique. Et quand on voit dans les dernières statistiques où il y a une baisse du commerce américain vers la Chine, il n'y a pas une si forte baisse du commerce chinois parce qu'il est repris par exemple par le Vietnam. Et en revanche, ce qui marche très fort aujourd'hui, c'est le commerce interrégional. Donc finalement, c'est en dehors des grandes idéologies, c'est en dehors de ces grands rapports
ce qui est le commerce. Ça rejoint un peu ce que vous disiez, en fait, André Chiang, c'est qu'au final, on n'est pas dans une hégémonie ou dans une domination avec justement une philosophie, comme vous l'avez cité tout à l'heure, avec les missionnaires conquistadors, etc. Mais pour autant, cette expansion de la Chine, elle n'est pas forcément nouvelle, quoi. C'est pas la première fois qu'on parle d'impérialisme chinois. Est-ce que finalement, on n'assiste pas là à une espèce de renouvellement de la puissance économique chinoise, un éternel recommencement? Alors, éternellement, je ne sais pas si éternel, mais effectivement, on a deux visions quand même qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on a une vision de l'histoire qui est linéaire dans le monde occidental. On a l'impression qu'on est parti de la préhistoire et puis on n'a pas arrêté de progresser pour arriver jusqu'au temps moderne. Alors que la vision chinoise est une vision qui est beaucoup plus cyclique. C'est-à-dire qu'on revient effectivement. Si vous me permettez, je voudrais rajouter un mot à ce qu'a dit donc mon voisin tout à l'heure sur la notion d'usine du monde. Oui. Je pense qu'il a effectivement tout à fait raison, mais je me permettrai de rajouter deux choses. Premièrement, c'est que la Chine n'est plus tout à fait l'usine du monde maintenant, puisque, effectivement, on le sait, il y a de plus en plus de fabrications qui sont faites ailleurs, comme il l'a rappelé, enfin, au Vietnam, enfin, dans le sud asiatique. Bon. Mais je voudrais aussi ajouter une chose sur laquelle on n'a pas suffisamment insisté, à mon avis, c'est que la Chine, ce n'est pas que l'usine du monde. Et je vais donner un exemple très, très, très simple. La Chine est aussi en train de faire de l'innovation, mais dans quelque chose qui est extrêmement intéressant, parce que personne d'autre que les Chinois ne le font. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du mariage de la très haute technologie et des technologies de base pour permettre le développement des pays en voie de développement. Je donne un exemple pour illustrer, parce que sinon c'est trop compliqué, mais la médecine. Bon. Nous savons très bien, quand on vient en France, qu'on parle du désert médical français. C'est-à-dire que quand on vous dit la Lozère, oh là là, c'est terrible, si vous êtes malade, il faut faire 50 km en voiture pour trouver un médecin. Bon. Mais le désert médical français n'est rien à côté du désert médical chinois. Parce que la Chine est un pays immense, comme vous le savez, avec 1,4 milliard d'habitants, dans lequel toutes les régions développées sont à l'est de la Chine, et dans l'ouest, vous avez beaucoup de mal à trouver un spécialiste. Bon. Quelle est la solution? La solution pour les Chinois, c'est de marier la haute technologie à l'intelligence artificielle, le fait que vous allez pouvoir envoyer un infirmier, par exemple, auprès d'un malade. Cet infirmier va prendre toutes les données et va pouvoir les transmettre par les big data, par Internet et par l'intelligence artificielle jusqu'à un hôpital à Shanghai ou à Pékin, et faire le diagnostic et donner les méthodes. La télémédecine. Donc la télémédecine. Et vous comprenez très bien que la Chine est le pays qui est le plus motivé pour développer la télémédecine parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle va essayer de résoudre ce type de problème donc par la haute technologie. Et ça profite à tous. Alors, ça profite à tous, mais surtout, je voudrais rappeler qu'on a au comité Chine, donc il y a 3 semaines, sous la direction de Guillaume, on a fait une séance sur la démographie où on apprend que l'Afrique va bientôt, l'Afrique qui faisait 9% de la population mondiale en 1950, va représenter 26% de la population mondiale en 2050, c'est-à-dire va avoir 2,5 milliards de personnes en Afrique. Donc, et ce type de technologie, l'Afrique en a absolument besoin. Et actuellement, il n'y a que la Chine qui le développe. D'accord. Alors, il y a 2 autres points que j'aimerais évoquer avant de conclure cette journée. C'est peut-être 2 choses dont on n'a pas forcément parlé. Ce sont en fait les opportunités donc, pour les entreprises françaises, les entreprises publiques versus les entreprises privées, les grandes entreprises versus les PME-PMI. Je rencontrais tout à l'heure quelqu'un qui me disait mais finalement, cette BRI, on a l'impression que c'est fait surtout pour les grandes entreprises. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Ou alors est-ce qu'il y a de la place pour tous? Guillaume Bernard, Alain Bentejac. Je pense que, effectivement, c'était un des axes des thèmes de réflexion de cette journée, c'était de savoir dans quelle mesure cette nouvelle initiative des nouvelles routes de la soie pouvait aussi, parce que c'est vrai que si on se place d'un point de vue européen et français, dans l'opinion globale aujourd'hui, tout cela est vu de manière assez négative, objectivement. Oui. À tort ou à raison, mais c'est perçu comme ça. Et donc, je pense qu'un des enjeux extrêmement importants, c'est de voir quelles opportunités de business, tout de même, on peut déceler dans cela. Moi, je suis personnellement plutôt optimiste, à condition, encore une fois, d'être ferme et d'être vigilant. Et je pense que c'est aussi la responsabilité des entreprises françaises de faire des propositions. De toute façon, si vous voulez, il y a déjà...
la restitution de l'enquête qu'on a faite ce matin était extrêmement intéressante auprès des conseillers du commerce extérieur, parce qu'on voyait bien que finalement, d'une certaine manière, la BRI, ce n'était pas nouveau, puisque c'était peut-être un rebranding, comme ça a été dit, de choses qui existaient, puisque l'influence chinoise, le développement de l'économie, de la présence économique chinoise est une réalité depuis de longues années, et que les entreprises françaises se sont finalement habituées à être soit concurrentes, soit partenaires, soit fournisseurs, soit clientes, soit tout ça à la fois, et que, évidemment, ça ouvre des possibilités, et qu'il faut continuer à se battre, et ça veut dire se battre au niveau des entreprises, ça va battre aussi au niveau des pouvoirs publics pour passer ce message que cette route ne doit pas être à sens unique. Elle doit aussi bénéficier non seulement aux entreprises chinoises, mais aussi aux pays concernés, parce qu'il ne faut quand même pas oublier les pays concernés, il faut que les retombées de ces projets pour les pays concernés soient positives. Et là, il y a des débats parfois. Hein. C'est un peu le problème, en fait. Il y a des évolutions, il y a quand même des véritables questions qui se posent. Et donc je pense qu'il faut continuer à se battre sur ce thème-là. Je crois d'ailleurs personnellement que la Chine bouge sur tous ces thèmes-là, évolue fortement par rapport à ce qu'on a pu voir il y a une vingtaine d'années. Moi, dans mon secteur économique et l'ingénierie, j'ai des contacts depuis plusieurs années assez fréquents avec justement mes homologues chinois et des organisations qui représentent la profession. Et je vois qu'ils cherchent de plus en plus à s'internationaliser, et ils cherchent, pour s'internationaliser, aussi à adopter et adapter les normes internationales. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout à fait dans la logique qui est parfois perçue, où finalement la Chine veut imposer ses propres normes, son propre système, mais je pense qu'elles sont obligées aussi de s'adapter au contexte international et de trouver un compromis avec les normes acceptables normalement sur le marché international. Donc je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut essayer d'imposer nos normes, nos valeurs. Je pense que c'est absolument fondamental, notamment sur la protection de l'environnement, la protection de la transparence, etc. Et les droits de l'homme. Et les droits de l'homme. Il faut être ferme. Il n'y a pas de. Mais je continue à penser qu'il y a des opportunités de business pour nos entreprises. Et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise, Guillaume, parce que c'est vrai que souvent ce qui ressort aussi, c'est que les populations traversées, les populations locales, ne sont pas forcément impactées, même si effectivement on parlait de la télémédecine, c'est génial, ça concerne tout le monde, mais les populations locales, au final, quand elles sont traversées par des BRI, on voit bien que les Chinois, ils n'embauchent pas forcément sur le territoire qu'ils traversent. Non, ça c'est une vraie problématique de BRI, c'est ce qui est très critiqué, vis-à-vis, notamment en Afrique, vis-à-vis des Chinois qui ont développé leur projet sur BRI. La vendeuse de beignets, par exemple. Absolument. Mais ce que je voulais mettre en avant ici, c'est l'immense chance que nous avons en France. On a une chance inouïe d'avoir un territoire extraordinaire de technologie, de PME et de TI, avec énormément de technologie et de savoir-faire. On a des institutions formidables, les CCE en tête, évidemment, mais on a notamment BPI. BPI, c'est une arme de guerre, c'est unique au monde. Il n'y a aucun projet, et c'était Anne-Marie Hydrac qui le disait en Chine il y a déjà quelques années, il n'y a aucun projet de développement d'entreprise à l'international qui doit manquer de financement. Et BPI le fait. Ça, c'est factuel. On a BPI, on a Business France, avec qui on a été associé. Le comité Chine, que j'ai l'immense honneur de coordonner ici, coordonner à Pékin, c'est 120 CCE, c'est 11 groupes de travail. C'est notamment un groupe de travail qui accueille des entreprises. Donc, si vous avez la moindre entreprise qui s'intéresse à la Chine, en général, elle passe par Business France, qui nous envoie les gens. On accueille, on fait des déjeuners, on fait des dîners, parce qu'il faut mener quand même l'utile à l'agréable. Et on passe des bons moments ensemble et on partage les expériences. On n'est pas tellement dans la position de conseiller, d'ailleurs, c'est un mot, la maison a 120 ans, mais on est plutôt là pour partager des expériences. Moi, j'ai fait ces erreurs-là, essaye de ne pas faire les mêmes. Est-ce qu'il faut faire une JV? Les questions qui reviennent sont systématiquement les mêmes. Donc, les entreprises, grandes entreprises, elles ont leurs moyens, mais elles ont besoin aussi de rencontrer les expériences des autres. Et même pour les grandes entreprises, les CCE sont extrêmement utiles parce qu'on partage les expériences. Ensuite, pour les PME, c'est évidemment très intéressant. Et là, on parle de financement. On parle de les chefs d'entreprise français qui arrivent en Chine et qui se disent « je vais m'intéresser à la Chine », ils commencent à se poser la question de leur haut de bilan. Souvent, en France, on se pose que la question du bas de bilan, parce que l'accès au financement de dette, particulièrement en ce moment, est assez facile, et notamment extrêmement pas cher, mais la problématique se passe dans le haut de bilan. Nous, on l'a vécu dans notre entreprise, on a restructuré notre bilan de cette façon, et levé beaucoup d'argent pour ça. Et la question qui se pose pour ces entreprises donc, est complètement systémique, et la Chine apporte une véritable opportunité de business, mais aussi de structure et d'internationalisation. Il faut voir que le modèle export, c'est un modèle asymptotique. C'est un modèle qui est... Tout est décidé en France, toute la connaissance est en France. La Chine, et moi je l'ai vécu avec Bernard Contrôle, comme je vous le disais, c'est un pays qui demande d'être local. D'abord pour ses problèmes culturels, accès au marché, accès à BRI,
Et c'est un pays qui va donc demander des financements particuliers. Et là, on va casser le plafond de verre que nous impose l'export en allant implanter nos propres équipes commerciales, notre propre usine pour livrer en 2 semaines plutôt que livrer en 18 semaines, et éventuellement faire de la R&D et aller plus loin. Donc, quelle que soit la taille de l'entreprise, il y a des partenariats fantastiques. Encore faut-il qu'on fasse le choix de regarder cette image anxiogène que nous donne la Chine, dont elle est responsable, dont elle est en particulier responsable, de dépasser cela. Et nous, CCE en Chine, avons l'immense chance d'avoir une équipe formidable à votre disposition pour partager ces expériences et dépasser ces messages anxiogènes et pour s'adapter aux réalités de la Chine. Et pour faciliter tout ça, donc la question de l'implantation aussi, elle est importante et on voit bien que mieux vaut s'implanter directement en Chine. Mais ça pose une dernière question, André Chiang, parce que quand on parle d'implantation en Chine, quid de la politique intérieure chinoise pour les entreprises françaises? Alors, moi, je dirais, je vais faire une réponse très pragmatique. Hein, bon. J'en attendais pas, moi. Et très chinoise. Hein, bon, ouais. Bon. Les Chinois ne croient pas à la qualité intrinsèque et absolue d'une politique d'une autre. Bon. Donc, Alain a, à mon avis, très justement insisté sur le fait qu'il fallait garder ses valeurs. Bon. Oui. Pour les Chinois, la question d'une valeur, qu'est-ce qui est vraiment le bien, qu'est-ce qui est vraiment, c'est une question quand même très compliquée. Bon. Donc, ce que je veux dire, bon, alors, quelle est maintenant l'application pratique de ce que je viens de dire? C'est que pour les Chinois, ce qui est très important, c'est l'adéquation entre une certaine idée et puis la façon dont elle s'applique. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est très inquiet actuellement avec l'évolution de la société chinoise, dont on dit que c'est la société qui est la plus policière au monde, c'est une société qui va être extrêmement régimentée, c'est un régime que je qualifierais de orwellien, bon, donc, par référence à George Orwell. Bon. Eh bien, je crois qu'il faut voir sur quelle population elle s'applique. Bon. Il y a des pays qui sont des pays que je dirais, enfin, où le peuple est, je dirais, naturellement discipliné, rigide. Et là, si vous mettez une discipline très rigide sur un peuple qui est très discipliné, on peut arriver à des situations qui sont parfois un peu désastreuses. Bon. Mais le peuple chinois qui donc partage avec le peuple français d'être extrêmement indiscipliné et d'être tout à fait bordélique, si vous me le permettez. Et ça, je l'ai appris encore une fois à Marseille, puisque mon institutrice m'a raconté que Vercingétorix, en 50 ans, Jésus-Christ, s'il avait réussi à réunir toutes les tribus gauloises, il aurait foutu la pâtée à Jules César, ce qui ne s'est pas passé, comme vous le savez. Bon, les Chinois, qui sont des gens qui sont quand même pas très disciplinés, si vous mettez un système un peu orwellien, ça ne me paraît pas nécessairement très grave, parce que ce que je constate actuellement, c'est que c'est toujours appliqué. Je vais donner, enfin, je vais faire une confession publique, là, si vous voulez. Donc, ça ne sortira pas d'ici, bien sûr. Voilà, j'espère que vous me garderez, parce que vous allez voir que je prends un risque considérable. Bon. Je suis résident en Chine, et par contre, je dois payer mes impôts en Chine. Bon. Il se trouve que j'ai 2 salaires, deux petits salaires, je vous rassure. Hein, donc, mais un salaire à Shanghai, parce que j'ai une filiale à Shanghai, et un salaire à Pékin, parce que je suis le chief représentatif de ma société à Pékin. Bon. Et j'ai 2 salaires, et j'ai dit à ma comptable, j'ai dit, bon, la Chine est un pays organisé, donc il va falloir que vous additionnez ces 2 salaires et qu'on porte ça au fisc, effectivement, en centrale, et puis on verra quel est le taux d'impôt. Alors ma comptable a essayé, et puis elle m'a dit au bout de 3 mois, c'est impossible. C'est impossible. Il faut que vous déclariez votre salaire shanghaïen à Shanghai et le salaire pékinois à Pékin. Ce qui est tout à fait contre les règles. Et ça fait 20 ans que c'est contre les règles, mais ça marche toujours comme ça. Pourquoi? Parce que, évidemment, le fisc shanghaïen prélève sa part d'impôt avant de le donner au gouvernement central, et le fisc de Pékin fait pareil. Et si je devais fusionner les deux et faire une seule déclaration, il y en aurait un qui serait évidemment lésé dans cette opération. Donc vous voyez que la pratique et la théorie, surtout dans un pays comme la Chine, peuvent connaître des écarts assez importants. C'est là où le pragmatisme chinois peut faire penser au pragmatisme africain que vous évoquiez tout à l'heure. Merci à vous, messieurs, pour cette table ronde. Alain, vous restez avec moi. Merci à vous. À vous de redire un merci. Je voudrais dire un merci. À particulier, c'est un message très important. Je voudrais dire un immense merci à Alain. Un immense merci à Alain.
Un immense merci aux organisations, parce qu'en tant que représentant du comité Chine, on ne peut être que extrêmement heureux d'une organisation comme ça. Il y a énormément de ministres qui viennent, vous savez, en Chine, et ils nous posent souvent la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour nous aider. Et là, en général, on essaie de leur dire poliment, écoutez, essayez de vous occuper de la France, les entreprises en Chine, on doit pouvoir savoir gérer. Mais la difficulté qu'on a, le fondamental de la difficulté qu'on a, c'est de faire comprendre et de faire passer des messages de ce qu'on vit en Chine, en France. Et vous nous avez donné une opportunité fantastique grâce à ça. Bruno Lefébure, qui est un ancien CCE Chine, et évidemment marseillais, est certainement un des grands architectes de cette organisation et pourquoi on est là. Donc je voudrais remercier Bruno au nom de tous les CCE Chine pour cette initiative. Ah, merci Aïda, désolé de ce... Non, je vous en prie. Écoutez, c'est à mon tour de vous remercier. Je vous invite à regagner vos sièges parce qu'on va accueillir maintenant, avant la conclusion de cette journée, on va accueillir Caroline Posmentier-Sportich, vice-présidente des relations internationales à la région Sud. Bienvenue à vous. Alors, vous avez pu suivre quelques-uns de ces échanges du jour. Quelle perspective pour la région Sud ? Eh bien, écoutez, qu'est-ce que j'ai bien fait d'arriver en avance, Monsieur le Président. Effectivement, je n'ai pas pu entendre la vidéo de Monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne, mais avec qui j'ai pu partager quelques instants au Conseil stratégique auquel nous avons tous participé récemment. Donc, je me permets de le saluer là où il est. Monsieur le Président, cher Alain Bentejac, Monsieur le Président du Comité régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, mon cher Xavier Guénoin, j'y tiens, Génois, et je souhaiterais également saluer le vice-amiral Olivier Lebas, chef des opérations en Méditerranée, remercier et saluer l'ensemble des conseillers du commerce extérieur qui sont ici et avec qui j'ai la chance de pouvoir travailler. Je les salue tout de suite, sans protocole, si vous le permettez. Monsieur Messonnier, Monsieur Durbeck, Bruno, bien sûr, Lefébure, Anne Martel-Raison, parce qu'il y a aussi des femmes avec qui nous avons la chance de pouvoir travailler. Enfin, mesdames et messieurs, en cette fin de journée de travaux et d'ateliers, je suis vraiment très heureuse, au nom du président Renaud Muselier, de pouvoir vous livrer quelques messages essentiels pour l'attractivité de notre territoire, mais aussi pour expliquer effectivement à quoi ça sert une région lorsque les acteurs économiques, politiques et les décideurs savent s'en servir. Et je crois que nous partageons beaucoup de valeurs et nous partageons des politiques publiques que nous voulons porter haut et fort au service, bien entendu, du développement économique, de la croissance et de l'emploi. Alors, mes premiers mots, je le disais, seront bien entendu pour vous remercier, Monsieur le Président, pour remercier les organisateurs, puisque vous avez choisi Marseille, et le choix de Marseille, effectivement, pour organiser cet événement d'envergure internationale ici même, au Palais du Pharo, eh bien, le choix qui non seulement nous honore, nous tous, Marseillais du monde, parce que ce soir, c'est ce qu'il se passe, et ce qui s'est passé certainement aujourd'hui. Je suis même accompagnée d'un conseiller du commerce extérieur qui m'est cher, qui quitte le Burkina Faso pour rejoindre Madagascar dans quelques jours, et qui est né et qui a grandi dans cette belle ville. Cette ville, Marseille, qui est bien cette capitale régionale de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, constitue, je crois que c'est sur le bord de toutes les lèvres et de tous ceux qui s'engagent à l'international, constitue véritablement le principal carrefour méditerranéen entre Europe, Afrique et Asie. Et par sa géographie et son histoire, Provence-Alpes-Côte d'Azur est en effet sans doute la région de France la plus ouverte sur le monde. Vous en offrez un bel exemple et je souhaite de nouveau la bienvenue à celles et ceux qui vous ont rejoint toute la journée pour ce forum, malgré parfois quelques difficultés qu'ils ont su surmonter. Alors nous sommes heureux, je vous le disais, Monsieur le Président, de travailler avec vous, de travailler jour après jour avec tous les acteurs qui étaient présents, comme la BPI, Business France et bien d'autres, puisque vous avez aujourd'hui illustré ce forum qui nous rassemble d'un sujet essentiel, me semble-t-il, et que nous devons aborder avec beaucoup de lucidité. C'est ce que vous avez dû faire, je le sais. En effet, pour nous, la région Sud est, depuis la loi NOTRe et notamment depuis 2016, l'institution qui pilote la stratégie économique pour son territoire. Et notre collectivité s'est emparée
nous le souhaitons en bonne intelligence avec l'État, de cette compétence fondamentale en fixant des objectifs clairs, parmi lesquels l'intensification de l'internationalisation de l'économie régionale. Alors notre méthode est véritablement à l'image de cette journée. Rassembler les acteurs, les fédérer les énergies, sous une bannière que nous avons appelée la bannière Sud, mais une bannière sous laquelle la Provence, les Alpes et la Côte d'Azur s'y retrouvent. Et tout ceci pour permettre, non seulement grâce aux 3 marques mondes, qui sont des marques de notoriété, mais permettre aussi à tous d'avancer, je dirais, d'un même pas et dans une même direction au service du développement économique régional et donc au service de la France. À l'orée de cette année 2020, cette direction est en bonne voie. Elle est en bonne partie également celle de l'Est. En 40 ans, bien sûr que la Chine a fait son retour en force dans le monde, 20% de la population mondiale, deuxième puissance économique mondiale, premier exportateur mondial de marchandises. La Chine représente 15% du PIB mondial et contribue pour 40% à la croissance mondiale. Alors ce n'est pas... Ces quelques chiffres ne sont pas là pour vous apprendre quoi que ce soit, mais pour vous dire combien, dans notre feuille de route, la nôtre, la feuille de route de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, eh bien, nous avons véritablement fait de la Chine une cible, un pays prioritaire, et j'y reviendrai. Aujourd'hui, les nouvelles routes de la soie symbolisent le réveil de ce géant venu du fond des âges, mais un petit peu comme Massilia, pour retrouver sa place dans le concert des nations du monde. Plus qu'utile, il est donc nécessaire que décideurs institutionnels, responsables économiques et chercheurs se réunissent régulièrement. C'est pour ça que je salue cette initiative aujourd'hui à Marseille. C'est une démarche pour laquelle la région Provence-Alpes-Côte d'Azur procède également par ailleurs de son côté. Et nous avons véritablement fait le choix de réfléchir et de se concentrer, de se concerter face à un projet propre à rebattre, nous le pensons fortement, et je vous ai entendu, messieurs, à rebattre les cartes de l'économie internationale. Alors depuis plusieurs années déjà, la région Sud, je le disais, a renforcé ses contacts avec la Chine, puisque dès la prise de possession de l'exécutif régional, c'est le président Christian Estrosi qui a effectué un déplacement qui a été conclu par la signature d'un partenariat avec la province du Guangdong, dont le chef-lieu est Canton. Et le président Renaud Muselier a quant à lui su positionner véritablement notre région face à Rotterdam pour accueillir l'usine européenne du groupe Keshen, numéro 3 mondial de la silice. Régulièrement, nous poursuivons par ailleurs des entretiens avec des responsables diplomatiques et économiques chinois auxquels rien n'échappe des atouts de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont la beauté et, ça semble écrit, et l'art de vivre, mais c'est vrai, font rêver jusqu'en Asie sans dissimuler, bien entendu, nos autres forces. Alors je pense que mon collègue adjoint au maire a dû particulièrement insister là-dessus, mais il m'appartient aussi de rappeler que nous sommes un hub commercial mondial grâce au port de Marseille, monsieur le directeur, premier port de France, port d'entrée de la Méditerranée, de l'Afrique et de l'Asie, un tissu économique dynamique sur lequel je reviendrai, fort de start-up innovantes aussi bien que de groupes et de grands comptes internationaux. Permettez-moi bien entendu de saluer le groupe CMA-CGM. Et puis, ce carrefour numérique. Je sais que Didier Parakian est un fervent, comme nous tous, ambassadeur et défenseur de ce hub numérique. C'est un hub numérique mondial qui, grâce aux câbles sous-marins installés pour relier l'Europe à l'Inde, mais aussi au Moyen-Orient et à toute l'Asie, fait aujourd'hui une direction vers notre région qui est une direction essentielle pour le commerce international. Alors bien sûr qu'il nous appartient de promouvoir ces atouts et nous le faisons via plusieurs grandes politiques qui concourent à nos objectifs économiques, largement tournés vers l'horizon, et je parlerai d'objectifs économiques communs que je souhaite partager avec vous tous. Un grand événement qui est la Méditerranée du futur, qui est une conférence dont nous avons
porté depuis maintenant 3 ans 3 grandes thématiques et à laquelle vous êtes dans cette conférence très associés et très présents, et je tenais à vous en remercier, puisque nous voulons encourager la coopération diplomatique, économique et culturelle à l'échelle méditerranéenne pour relever ensemble nos défis communs. Dans l'acte 3, qui s'est déroulé ici même il y a à peu près un mois, eh bien, nous avions... Alors l'acte 3 est toujours celui qui est le plus mûr, et c'était effectivement c'était le résultat d'une très belle conférence. Eh bien, nous avions des centaines de responsables politiques, économiques et associatifs venus des 4 coins de la Méditerranée sous le haut patronage du Premier ministre et en présence du président Renaud Muselier et de Monsieur le ministre Le Drian, qui nous a fait l'honneur de revenir à l'occasion de cette conférence. Nous avons également, puisque c'était votre question, Madame, nous avons également fait le choix d'une politique visible, ambitieuse en ce qui concerne l'environnement, le développement durable, avec un plan climat intitulé « Une COP d'avance » pour positionner la région sud comme fer de lance de la mise en œuvre de l'accord de Paris, avec près d'1 milliard investi sur 2 ans, en 2 ans, pour faire du développement économique un authentique développement durable. Marseille recevra dans quelques mois le Congrès mondial de la nature. Bien, je crois que nous avançons tous dans la même direction et main dans la main. Enfin, 3e point essentiel de notre stratégie, ou du moins iceberg visible, c'est la Team France de l'export déclinée au territoire régional, la Team Sud Export. Effectivement, Monsieur Bernard, nous travaillons main dans la main, je dirais, nous faisons la démonstration que la confiance se restaure en voyant travailler ensemble Business France, BPI, les conseillers du commerce extérieur, la région, qui veut que ce guichet unique à destination de nos entreprises territoriales, eh bien, soit véritablement un gage une garantie de réussite par du coaching, par de l'accompagnement, parce que nous devons mieux accompagner, mieux financer et surtout travailler avec les filières d'excellence. Ces filières d'excellence, elles sont en région Provence-Alpes-Côte d'Azur emblématiques. Notre agence régionale d'innovation et d'internationalisation les porte également, mais toujours dans la transversalité afin de faire réussir notre territoire. Alors aujourd'hui, les nouvelles routes de la soie offrent, je dirais, un cas d'école inédit de mise en œuvre de cet arsenal que nous avons déployé depuis 2016. La Chine figure en bonne place de nos destinations prioritaires, vis-à-vis desquelles nous œuvrons à consolider une stratégie pérenne, axée, nous pouvons le dire, sur un nombre limité de destinations. Nous n'avons pas une feuille de route qui nous emmène par opportunité sur toutes les destinations, mais nous savons que sur toutes les destinations, nous pouvons compter sur les conseillers du commerce extérieur de la France. Alors nous voulons répondre, bien entendu, à cet objectif d'internationalisation de nos entreprises, mais surtout à la réussite à l'internationalisation pour l'attractivité de notre territoire et afin de privilégier des thématiques qui sont liées à nos filières régionales sur lesquelles que j'évoquais tout à l'heure, et en particulier les smart tech, la naturalité ou encore la silver economy, je dirais également bien entendu l'économie maritime, sans oublier le tourisme, puisque la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la 3e destination des touristes chinois en France. Donc la région, c'est cette autorité fédératrice de notre écosystème économique. La région Sud prend toutes ses responsabilités, vous le voyez, au service du développement et de l'emploi dans lesquels la Chine joue d'ores et déjà un rôle. Nous avons, je crois, cette responsabilité d'aller beaucoup plus loin, de décloisonner. C'est ce que nous nous employons à faire ici, à la fois en ayant lancé cette grande réforme politique du développement économique du territoire pilotée par la région. Et puis, puisque tout est sur... Nous sommes véritablement, je crois, sous le ton de la convivialité. Et c'est ce qui est important aussi lorsque l'on est avec les conseillers du commerce extérieur. Je ne sais pas si c'est un proverbe chinois, mais ça pourrait l'être. Je dirais, pourrait peut-être être marseillais aussi. On pourrait dire aujourd'hui qu'une route peut prendre 1000 directions, mais la vérité n'en connaît qu'une. Ainsi, ce soir, au nom du président Muselier, permettez-moi de lancer un petit appel à l'occasion de cette belle manifestation, de prendre ensemble cette route,
de renforcer le multilatéralisme. J'ai entendu effectivement l'intérêt de travailler sur cette politique internationale avec ce multilatéralisme qui est vraiment au cœur de la politique internationale de la France, mais aussi de cette politique de territoire à territoire que nous voulons porter ici en région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec beaucoup d'ambition. Nous voulons reconnaître, bien entendu, le progrès accompli par l'économie mondiale, mais sans pour autant nous voiler la face. Je pense qu'aujourd'hui, à l'issue de cette fructueuse journée de travail, dont je connais les artisans et pour lesquels je tiens encore à avoir des remerciements appuyés, eh bien, nous sommes et nous serons appelés à nous retrouver pour évoquer à nouveau ce que nous considérons l'un des grands chantiers du XXIe siècle et faisons peut-être de ce territoire, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la place d'une politique sino-euro-méditerranéenne avec l'ambition que nous devons porter au développement de nos entreprises. Je vous remercie. Merci à vous, Caroline Posmentier-Sportich. Et donc, rendez-vous pour la saison 2 du Forum de la BRI. Alors, Alain, c'est le moment de clore ce forum et de tirer surtout un bilan. Parce que c'est vrai qu'entre l'enquête des CCE qui a été livrée ce matin et cette fin d'après-midi, on a quand même pas mal avancé. Quel bilan vous faites, vous, déjà, dans un premier temps, de cette journée ? Bien, je crois que ce bilan est positif. C'est vrai que quand nous avons décidé, il y a maintenant plusieurs mois, de lancer, c'est une première, une réunion transversale à vocation mondiale, ailleurs qu'à Paris. C'était un petit peu nouveau. Il faut dire aussi que les conditions n'ont pas été extrêmement favorables depuis quelques jours en matière de communication. Et donc, on était légitimement inquiets sur le succès de l'opération. Et je suis heureux de constater, alors ça c'est moins visible maintenant parce que beaucoup ont dû prendre, pour des raisons évidentes, des transports, que nous avons quand même eu près de 300 participants, 296 exactement, venant de 70 pays. Et je pense que ça, c'est quand même une bonne preuve de succès et d'intérêt et de soutien aussi pour les conseillers du commerce extérieur. Et donc, je voulais vraiment remercier très sincèrement tous les participants. Et puis, je crois aussi que ça a été dit et redit, je n'insiste pas dessus, il y a eu quand même des débats de grande qualité, de très bons intervenants. Je crois que tout le monde a pu nourrir sa réflexion et nourrir ses stratégies sur tout cela. Donc, je crois vraiment que c'était en plus parfaitement organisé. Je saisis cette occasion d'ailleurs pour remercier, ça a déjà été fait, mais je tiens à le refaire moi-même très rapidement, tous ceux qui ont travaillé sur ce projet depuis très longtemps, notamment dans un comité de pilotage qui avait trois pieds comme un trépied, un pied en Asie, un pied ici dans le sud et un pied à Paris. Donc le pied asiatique, c'est évidemment le comité, essentiellement le comité Chine animé par Guillaume Bernard, et également beaucoup de gens du comité Hong Kong. Je mentionne en particulier quelqu'un qui n'a pas pu malheureusement venir alors qu'il a été une cheville ouvrière très importante, qui est notre ami Paul Clairenaud, que certains connaissent et qui a été très actif de cette affaire. Dans la région, évidemment, les principaux coupables ont déjà été dénoncés, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas y revenir. Alain Messonnier, André Durbeck, Bruno Lefébure et évidemment Xavier Génoin. Et puis à Paris, toute une équipe avec en particulier Christophe Granier, Jacques Gravreau, et puis toute l'équipe du comité national animé par Emmanuel Montagnier, avec en particulier, je crois, un input très particulier de nos jeunes collaboratrices, Manon, Aïsé et Jennifer, et bien d'autres. Et je vous demande quand même de les applaudir parce que je crois qu'ils le méritent. Ils le méritent tous. Et puis évidemment, je veux aussi remercier nos sponsors qui nous ont permis de réaliser cette opération, parce qu'effectivement, c'est une opération un peu lourde, et il fallait le faire. Donc en particulier BPI France, qui est intervenu qui a totalement soutenu l'enquête qui a ouvert nos débats, CMA-CGM, les vignobles Gonnet, qui nous ont fourni d'excellents vins et champagne hier soir et pendant toute la journée. C'est un point quand même très important aussi pour assurer, comme le disait Mme Posmentier, la convivialité aussi de nos réunions. Cola, CIC, MEDEF International, la revue Diplomatie et notre partenaire presse qui est La Tribune. Voilà. Donc, en fait, merci à tous pour votre soutien. Ce sont tous ceux, selon la formule consacrée, sans qui rien n'aurait été possible. Voilà. Alors maintenant qu'on a remercié tout le monde, j'espère qu'on n'a oublié personne, Alain. J'espère. C'est probablement que j'ai oublié quelqu'un, enfin on me le dira.
Xavier me surveille. Donc vous inquiétez pas. En tout cas, juste pour revenir sur les travaux, parce que c'est vrai qu'on les a un peu évoqués tout à l'heure, pas dans le détail, puisque vous le savez, il y aura une publication qui va recueillir très précisément tout ce qui aura été dit. Mais quand même, j'aimerais moi savoir, parce que je ne fais pas partie des CCE, mais qu'est-ce que ça va devenir, tout ça? Qu'est-ce que vous allez en faire? À quoi ça va servir? Je crois que plusieurs utilités. D'abord, je crois que à tous, ça nous aide à réfléchir. Et c'est important parce que la Chine et l'influence chinoise, c'est quand même un dossier très important. Donc, dans nos stratégies d'entreprise, c'est un élément. Ça va nous aider aussi à alimenter une mission essentielle qui est le dialogue avec les pouvoirs publics sur toutes ces questions-là. Et d'ailleurs, je pense que nous allons pouvoir tirer de ces travaux un certain nombre de recommandations que nous allons faire aux pouvoirs publics. Alors, à charge après les pouvoirs publics de les suivre ou pas, c'est notre sujet, mais enfin, en tout cas, ils auront une base. Ils auront une base et ils nous diront, nous, ce que nous pensons de tout cela. Et puis, je crois qu'il faut poursuivre la réflexion, poursuivre les travaux. Je pense en particulier poursuivre quelque chose qui a été lancé bien avant ce forum et qui est très important, c'est l'opération que nous appelons la Chine hors les murs, qui consiste précisément à recueillir des témoignages écrits de CCE partout dans le monde sous forme d'articles et qui sont regroupés après de temps en temps dans des recueils. Et je crois que ça, c'est une excellente initiative, animée en particulier par Christophe Garnier et Paul Clairenaud, que je mentionnais tout à l'heure, et qui font un travail absolument remarquable. Il faut évidemment poursuivre cela. Ça perdure, la Chine hors les murs? Bien sûr, il faut que ça perdure. Il faut que de plus en plus de vocations nous rejoignent pour faire cela. Je pense aussi qu'il faut qu'on puisse faire la réflexion, et d'ailleurs nous aurons une très bonne occasion de le faire l'année prochaine, puisque fin novembre 2020, nous aurons un grand forum Asie qui se déroulera à Ho Chi Minh City, Saigon, qui sera organisé par nos amis de l'ASEAN. Et je crois que ce sera à destination de l'ensemble de l'Asie et évidemment des autres pays concernés. Je crois que ce sera une occasion de poursuivre les travaux et les réflexions. Et ce forum s'annonce particulièrement important et passionnant. Donc je vous engage d'ores et déjà tous à réserver cette date. Je crois que c'est le 20, autour du 20 novembre 2020. Rendez-vous est pris. Voilà. À Ho Chi Minh Ville. Alors, Alain, ce forum de la BRI, sur la BRI, c'était une première pour exposer la vision justement des CCE, mais c'est quand même pas un one-shot, vous l'avez rappelé, et c'est même une nouvelle impulsion que vous souhaitez donner aux CCE, proposer une vision commune, une vision d'ensemble. Ça, c'était la première étape. Et celle d'après, cette fois sur le long cours, c'est quoi? C'est un think tank? C'est quoi? Oui, alors effectivement, on est en train de mettre en place, on a déjà mis en place un think tank interne au CCE, dont le but n'est pas de faire des grandes réflexions académiques ou théoriques ou économiques, c'est pas notre capacité, notre talent, mais en revanche d'alimenter la réflexion à partir d'exemples concrets de conseillers du commerce extérieur, c'est-à-dire d'entrepreneurs présents aux quatre coins du monde sur ce qu'ils constatent, sur ce qu'ils voient, ce qui se passe dans leur pays. Et je crois que ça peut être un élément extrêmement intéressant. Donc, nous allons amplifier les efforts pour faire vivre ce think tank. Il a un nom, ce think tank, qui s'appelle Autre Monde, Nouvelle France. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un autre monde, le monde change. La place de la Chine est un des éléments qui construisent, qui illustrent ces changements profonds, mais il y en a bien d'autres. La révolution numérique, l'environnemental, les problèmes environnementaux, les questions démographiques, la montée de l'unilatéralisme. Il y a beaucoup d'éléments à analyser, à étudier. Et donc, nous essayons d'apporter notre contribution modeste d'hommes et de femmes de terrain, mais qui sont réellement sur le terrain à l'international. Donc voilà ce que nous allons continuer à faire dans les mois et les années qui viennent. Une réflexion qui n'empêchera pas l'action, évidemment, puisqu'on a vu avec Guillaume Bernard que ce que reprochent les Chinois souvent aux Français, c'est qu'en fait, on réfléchit peut-être un petit peu trop en attendant d'agir. Voilà. Le mot de la fin, Alain, puisqu'il vous revient à vous, Président, de conclure. Simplement, merci à tous. Vraiment, merci à tous. Merci d'être venus, d'avoir su surmonter les difficultés qui ont été mises sur notre chemin, aux uns et aux autres. Merci pour votre participation active. Merci pour votre soutien. Et rendez-vous dès l'année prochaine pour de nouvelles manifestations des conseillers du commerce extérieur. Merci. Merci également à vous pour votre attention. Merci Alain pour la confiance que vous m'avez accordée pour la présentation de ce forum. J'étais très heureuse de le présenter avec vous et j'ai appris plein de choses. Voilà, merci à tous. Et merci à Aïda pour avoir animé ces travaux. Comme d'habitude. C'était du très très haut niveau, très bon casting des équipes et du comité de pilotage. Vous avez fait une très belle programmation. Rendez-vous donc l'année prochaine. Absolument. Et en attendant, passez de belles fêtes. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne fête à tous.